Chapitre sur les intégrales et primitives en terminale S, première vidéo sur l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire des exercices. Dans ce chapitre, on va apprendre à calculer des aires délimitées par des courbes. Pour cela, on va utiliser un nouvel outil qui est l'intégrale. On aura besoin, pour le définir, d'utiliser les primitives. Notez juste que les primitives, les intégrales, ne servent pas qu'à calculer des aires, elles servent à bien d'autres choses. Donc ici, on cherche à calculer l'aire délimitée donc, par la courbe. C'est de droite, ici, verticale, et l'axe des abscisses. Donc là, l'aire de cette zone est en fait l'aire de la surface bleue. Pour mesurer cette surface, il nous faut une unité d'aire, donc une unité selon les abscisses, une unité selon les ordonnées, et du coup, ça nous fait une unité fois une unité, ici ce qu'on appelle une unité d'aire. Et si on choisit d'avoir la même unité sur les abscisses que sur les ordonnées, alors on obtient qu'une unité d'aire, c'est la surface, c'est la mesure de la surface d'un carré, de côté 1. On définit alors, pour f une fonction continue, ici est positive, donc c'est ce qu'on a ici, sur l'intervalle AB, que l'intégrale de a à b de la fonction f, c'est l'aire de la surface S délimitée par l'axe des abscisses, la courbe et les droites x égale a et x égale b. Et cette intégrale se note, ce S ici, a, b, de a à b, donc on dit intégrale de a à b de f de x dx. Donc dans ce cas particulier, donc de fonction continue et positive, l'intégrale de a à b de f de x dx, donc l'intégrale de a à b de la fonction f, c'est l'aire de la surface S. Dans la notation, ici, ne pas oublier le dx, qui signifie en fait que les valeurs ici, a et b, sont sur l'axe des abscisses. C'est des valeurs de x. A, b, valeur de x. Une propriété évidente, si ici on prend l'intégrale de a à a, ça veut dire que la surface, eh bien, il n'y en a pas, donc l'aire de la surface est nulle. Deuxième propriété, on peut découper donc en deux aires. On partage l'aire S en deux aires. Et donc on peut écrire que l'intégrale de A à C, c'est toute l'aire, c'est la somme de l'intégrale bleu clair plus de l'aire bleu clair plus l'aire de la surface bleu foncé. À ce moment-là, la bleu clair, ça correspond à l'intégrale de A à B de f de x dx, et la bleu foncé, c'est plus l'intégrale de b à c de f de x dx. On retrouve en quelque sorte une relation de Chasles sur les intégrales. Alors, maintenant, on va donc un cas particulier. Au lieu de prendre b, je prends x ici. Ici, je suis toujours sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, en fait, c'est la variable t. Donc du coup, mon intégrale, c'est f de t dt. Et de a à x. De a à x. Donc mon aire ici, la surface, elle me change. Elle dépend de x, de la position de x. Donc l'aire aussi dépend de x. Donc l'intégrale dépend de x. Donc l'intégrale est une fonction de x. Et ainsi,
on va appeler grand F cette fonction de x. Donc on aura grand f de x est égal à l'intégrale de a à x de f de t dt. Eh bien, cette fonction est dérivable sur l'intervalle AB, et sa dérivée est égale à f de x. Donc je répète, on a une aire cette fois-ci entre, non plus entre a et b, mais entre a et x, avec x qui varie. Donc cette aire dépend de x. Donc si cette aire dépend de x, elle est fonction de x. Et cette fonction de x, on l'appelle grand f de x. Et cette fonction est dérivable, et la dérivée, c'est petit f de x. Voyons le principe de démonstration. Grand f de x plus h moins f de x sur h. On cherche à savoir si donc, ce quotient a une limite lorsque h tend vers 0. F de x, c'est donc pour une fonction continue et croissante, c'est ceci. Pour h positif, on a f de x plus h ici. Donc x plus h est plus grand que x pour h positif. Et on a f de x plus h, c'est l'aire ici. La différence, c'est donc l'aire qui se trouve ici. Et on peut donc encadrer la différence ici, c'est-à-dire encadrer l'aire jaune par cette aire, l'aire de ce rectangle ici, qui est h fois f de x, et l'aire de ce rectangle qui est h fois f de x plus h. Voilà, donc on a majoré et minoré grand f de x plus h moins grand f de x. On divise tout par h, ça ne change pas le sens des inégalités, puisque h est positif. Ici, on simplifie par h, là aussi, et on obtient donc que f de x plus h moins f de x sur h est minoré par f de x et majoré par f de x plus h. Regardons ce qui se passe lorsque h tend vers 0. Eh bien, ceci, x plus h tend vers x, donc ça tend vers f de x. Ici, c'est h qui tend vers 0, donc c'est h qui varie alors que x est fixé. X est quelconque, mais x est fixé. Hein, on a pris un x quelconque, ici entre a et b. Donc ici, c'est encadré par, à la limite, par f de x et f de x. De la même façon, si on prend h négatif, on obtient cet encadrement, et la limite lorsque h tend vers 0, c'est à gauche f de x et à droite aussi f de x. Donc si on applique le théorème des gendarmes, on a que la limite lorsque h tend vers 0 de grand f de x plus h moins grand f de x sur h, qui est f de x. Ce qui veut dire que grand f est dérivable en x, et ce, quel que soit x compris entre a et b. Donc ça veut dire que f est dérivable sur l'intervalle AB, et sa dérivée, f' de x, c'est petit f de x. On a donc montré ceci pour une fonction continue positive et croissante. On pourrait faire la même chose, démontrer la dérivabilité pour une fonction f décroissante sur un intervalle. Ainsi, en découpant une fonction en morceaux monotones, on montrerait cette propriété pour toute fonction continue et positive. On définit une primitive, donc je dis bien une primitive de f sur i, c'est une fonction grand F dérivable sur i telle que f' de f est égal à petit f. Donc petit f doit être une fonction continue sur un intervalle i. Exemple, si petit f c'est 2x, on sait que la dérivée de x carré c'est 2x. Donc x carré est une primitive de petit f
x carré plus 3, ça fait aussi 2x, donc c'est aussi une primitive de petit f. C'est pour ça qu'on dit une ici. Et qu'est-ce qui différencie les deux? C'est qu'on a ajouté plus 3. En fait, si on ajoute n'importe quel nombre ici, on a toujours une primitive de petit f. Donc l'ensemble des primitives seront x carré plus k, plus un nombre. Dans le cas d'une fonction continue et positive sur l'intervalle AB, on avait que cette intégrale ici avait pour dérivée f. Ainsi, cette intégrale est une primitive de f. Propriété 1, si f continue sur i admet une primitive grand F sur i, alors l'ensemble des primitives de petit f sont de la forme f de x plus k. Grand F de x plus k. Pour une fonction f continue positive sur AB, g de x, donc qui est l'intégrale de ax de f de t dt de f, est une primitive de petit f. Si on écrit g de b moins g de a, c'est donc l'intégrale de a à b de f, moins g de a qui est l'intégrale de a à a de f. Comme grand G de x est égal à grand F de x plus k, alors on peut écrire aussi cette différence comme étant, donc G de B c'est grand F de B plus K, moins G de A qui est grand F de A plus K. Les K s'éliminent et il reste F de B, grand F de B moins grand F de A. Du coup, on a, puisque ça vaut 0, ceci qui est égal à grand F de B moins grand F de A. Cette relation, qui est ici une conséquence, donc dans le cas où petit f est continu et positive sur la positive, va devenir en fait une définition de l'intégrale de petit f dans le cas général. C'est-à-dire dans le cas où seulement f est continu. Et où grand F sera une primitive de petit f. Propriété 2, f est une fonction continue sur l'intervalle i qui admet une primitive grand F. Alors il existe une unique primitive g vérifiant g de x0 est égal à y0. x0 et y0 étant de nombres réels donnés. Évidemment, pourquoi une unique? À ce moment-là, on a une équation avec une inconnue qui est quoi? K. Exemple, f de x égale 2x. L'ensemble des primitives, comme la dérivée de x carré, c'est 2x. Alors l'ensemble des primitives, c'est x carré plus k. Or, on veut une primitive qui vérifie g de 2 égale 1. Ce qui équivaut à 2 au carré, plus k est égal à 1. On a bien notre équation ici d'inconnu k, ce qui donne k est égal à moins 3. Ainsi, l'unique primitive g vérifiant g2 égale 1 est x carré moins 3. Un théorème que l'on va admettre dans le cas général, toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Je vais vous montrer la démonstration dans le cas particulier où la fonction est continue et admet un minimum sur l'intervalle AB. Ici, le minimum, c'est petit m. Donc, si la fonction a un minimum petit m, la fonction petit f moins m, elle, a un minimum en 0. Cette fonction, on va l'appeler g de x. F de x est continu, moins un nombre, eh bien, g aussi est continu et positive sur l'intervalle AB.
Comme elle est continue et positive, alors G admet une primitive grand G. Grand G qui est l'intégrale de A à X de gt dt. En remarquant que grand G de x plus m fois x a pour dérivée donc petit g de x plus m, et que ceci c'est f de x, on a donc que g de x plus m de x, mx pardon, est une primitive de petit f. Donc on a bien une primitive de f, c'est ce qu'on voulait montrer. Maintenant, voyons les primitives de fonctions usuelles. Donc attention, ici je dresse un tableau, mais il n'y a pas de primitive à connaître par cœur. Ce n'est vraiment pas intéressant et ça ne sert à rien. Comment donc va-t-on faire pour retrouver ou trouver donc des primitives? Eh bien, on va raisonner à partir de nos connaissances sur les dérivées. Regardons. Si on a une fonction de la forme une constante, alors la primitive est de la forme kx. Si la fonction est de la forme x, la primitive est de la forme x carré. Quand je dis de la forme, ça veut dire que il manque quelque chose. Il manque un coefficient. Quelque chose qui multiplie ici la fonction. En effet, la dérivée de x carré, c'est 2x. Mais ce qui nous importe, c'est quelle est la puissance ici, quel est l'exposant que l'on doit mettre au-dessus du x. Donc si c'est x, c'est x carré, donc on augmente, ici c'est puissance 1, donc on augmente de 1 l'exposant. Si c'est x puissance n, ça sera n plus 1. Donc c'est déjà bien d'avoir une idée de la forme de la primitive, quand c'est des puissances de x. Ici on n'a que des puissances de x. Et puis on a les cas particuliers, de 1 sur x carré, une primitive donc, est de la forme 1 sur x, et 1 sur racine de x, une primitive c'est de la forme racine de x. Je dis bien de la forme. Pourquoi? C'est toujours pareil, on rajoute 1 à l'exposant. Ici, en fait, c'est comme si on avait x exposant moins 2, plus 1, ça fait x exposant moins 1. Et donc, c'est 1 sur x. Ici, c'est racine de x qui est x exposant 1 demi, je l'ai déjà expliqué. L'inverse, c'est x exposant moins 1 demi, plus 1, ça fait x exposant 1 demi, c'est-à-dire racine de x. Donc, pour l'instant, on utilise toujours, pour avoir la forme de la primitive, quand on a une puissance de x, on ajoute 1 à l'exposant. On parle toujours de primitive sur un intervalle, donc il va falloir donner un intervalle. Pas une réunion d'intervalles, mais un intervalle pour la primitive. La fonction k définie sur R, donc il n'y a pas de souci. La primitive sera donnée sur R. X, pareil. X puissance n, pareil. Par contre, 1 sur x carré, ce n'est pas défini en 0, donc on est obligé de choisir un intervalle, soit moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini, sur lequel la primitive sera 1 sur x. Ici, pareil, 1 sur racine de x est défini que sur 0 ouvert plus l'infini, donc on aura une primitive sur 0 plus l'infini. Pour 1 sur x, on a une primitive de la forme
logarithme de x, attention sur 0 plus l'infini. Bah oui, pourtant 1 sur x est aussi défini sur moins l'infini 0, mais on ne peut pas écrire sur moins l'infini 0 qu'une primitive c'est logarithme de x avec x négatif. Ça va pas. Donc on a seulement ceci pour 0 plus l'infini. Une primitive de cosinus c'est sinus, enfin une primitive, c'est une primitive de la forme sinus x, et la forme de la primitive de sinus x c'est cosinus x. C'est le même principe que pour la dérivée, hein, où le sinus devient cosinus et le cosinus devient sinus. Et enfin, pour exponentielle de x, la forme est la même. Et c'est sur R pour les trois derniers. Donc voilà, ici résumé les tableaux des formes des primitives qu'il faut connaître. Au final, il n'y a pas grand-chose à connaître. On les retrouve assez facilement. Donc ici, on rajoute plus 1 pour avoir à l'exposant de x pour avoir la forme de la primitive. Retenir que la forme de la primitive de 1 sur x c'est le logarithme de x. Bon, ça c'est évident, et ça aussi. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose. Juste ça, à la rigueur. Le reste semble évident. Primitive et opération sur les fonctions. Soit grand F une primitive de petit f, grand G une primitive de petit g sur un intervalle, alors grand F plus grand G est une primitive de petit f plus petit g. De la même façon, si on multiplie par un réel lambda, on a lambda de grand F qui est une primitive de lambda de petit f. Par exemple, soit x carré, donc une primitive de 2x, et exponentielle de x, une primitive de exponentielle de x, x carré plus exponentielle de x est une primitive de 2x plus exponentielle de x. Et 2x carré est une primitive de 2 fois 2x, c'est-à-dire 4x. Ces opérations sur les fonctions et les primitives nous permettront d'établir une méthode pour déterminer n'importe quelle primitive. On verra cela dans la partie exercice dans la seconde vidéo. Alors observons ce tableau. Ici, il faut évidemment n appartient à z avec n différent de moins 1, parce que si c'est moins 1, c'est 1 sur u en fait, donc c'est u' sur u. Et on verra que la primitive est de la forme logarithme de u, puisque la dérivée de logarithme de u, c'est u' sur u. Donc on enlève ce cas-là, mais dans tous les autres cas, on sait que pour x puissance n, la primitive de la forme, il faut rajouter une puissance 1 à l'exposant, donc ça serait x puissance n plus 1. Donc pour un, c'est u puissance n plus 1. Et on sait que la dérivée de ça, c'est u' u de n, donc on l'écrit. Ici, je ne mets pas le n fois, bien sûr, hein, comme tout à l'heure. Ça, on se le réserve pour plus tard. Ce qui nous importe, c'est de savoir ce qu'il y a comme u et u'. Donc là, il n'y a aucune condition lorsque n est supérieur ou égal à 0. Pour n inférieur ou égal à moins 2, à ce moment-là, on a u au dénominateur, donc il faut u de x différent de 0. Par exemple, pour n est égal à moins 2, on a u' sur u carré, c'est-à-dire u'
multiplié par u puissance moins 2. On ajoute 1, ça fait donc u de moins 1. Donc une primitive, ça va être 1 sur u. La primitive, plutôt. Une primitive va être de la forme 1 sur u. À un coefficient multiplicateur près. Quand je parle de coefficient multiplicateur, c'est-à-dire multiplié par un nombre. Donc ici, soit u une fonction dérivable sur un intervalle, une fonction, si la fonction est de cette forme, alors ici on a la forme de la primitive, dans la deuxième colonne. On retrouve cette deuxième colonne, évidemment, puisque quand on va dans l'autre sens, pour passer de la deuxième à la première, eh bien on dérive. Et en dérivant, on trouve bien quelque chose de la forme de cette forme, à un coefficient multiplicateur près. Ici, la dérivée de ça, c'est bien u' sur racine de u, à un coefficient multiplicateur près. La forme de la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. La forme de la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc pas grand-chose, juste que l'on obtient en fait la forme de la primitive grâce à ce que l'on connaît des dérivées. Et enfin, on rajoute ce cas-là, où u est une primitive de petit u, grand U une primitive de petit u, parce que la dérivée de grand U à x plus b, c'est a fois la dérivée de grand U, c'est-à-dire petit u, à x plus b. Donc maintenant, voyons le cas général, donc l'intégrale d'une fonction continue. Donc regardez, ça c'est ce que je vous avais demandé de retenir, la relation de tout à l'heure, pour une fonction continue et positive. Eh bien, dans le cas général, dans le cas d'une fonction continue seulement, on va définir que si on a grand F une primitive de f sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de petit f, c'est grand F de b moins grand F de a. Donc ici, ce n'est pas une propriété, c'est une définition. On définit l'intégrale de cette façon, comme la différence de grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive de petit f. On l'écrira aussi grand F de t, où grand F de t est une primitive b a, avec des crochets ici. Conséquence de la définition, l'intégrale de a à a, c'est grand F de a moins grand F de a, donc ça donne 0. On retrouve le résultat que l'on avait pour les fonctions continues et positives. L'intégrale de b à a, ça va être f de a moins f de b, c'est-à-dire moins f de b moins f de a, c'est-à-dire moins l'intégrale de a à b. Donc, on retiendra ça comment? Si on change, on intervertit ici les nombres, eh bien, on a l'opposé de l'intégrale. On a la relation de Schall, c'est-à-dire que
on va découper l'intégrale en deux parties. L'intégrale de A à C, donc c'est égal à l'intégrale de A à B, plus l'intégrale de B à C. Ici j'ai illustré avec un dessin avec des surfaces, mais on verra le lien exact qu'il y a entre intégrale et surface tout à l'heure. Ce qui est important de retenir, c'est que A, on commence par A, on finit par C, donc on commence par A, on finit par C, et entre les deux, il y a un B. Le B ici de la fin, on le retrouve au début de celui-là. Démonstration, l'intégrale de A à C de F, c'est grand F de C moins grand F de A. Si on fait intervenir moins F de B, il faut ajouter grand F de B, évidemment, puisque ici ça doit s'annuler pour que ce soit la même chose. Et à ce moment-là, grand F de C moins grand F de B, c'est ceci. Et grand F de B moins grand F de A, c'est ceci. On a aussi les opérations. L'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Et l'intégrale de la fonction multipliée par un réel, c'est le produit par le réel de l'intégrale. Une propriété de l'intégrale, la positivité. Donc on a A inférieur ou égal à B. Pour tout t appartenant à cet intervalle, si la fonction est positive, alors l'intégrale est positive. Conséquence, si la fonction est négative, alors l'intégrale est négative. Donc ça c'est quelque chose d'important à retenir. F positif, donc on revient à ce qu'on a vu avant. Hein. Si f est positif, donc continue est positive, alors l'intégrale, elle, est positive. Et on a un cas similaire. Quand la fonction, elle, est négative, l'intégrale est négative. Cette propriété va servir, évidemment, à faire un lien entre l'intégrale et l'aire. Démonstration de la conséquence. Si f de t est négatif, ça veut dire que moins f de t est positif ou nul, ce qui implique que l'intégrale de moins f de t dt est supérieure ou égale à 0, ce qui implique que moins l'intégrale de f de t est positive ou nulle, ce qui veut dire que l'intégrale est donc négative. La conservation de l'ordre, toujours avec a inférieur ou égal à b. Si on a petit f inférieur ou égal à g, alors leurs intégrales sont dans le même ordre. Maintenant, faisons le lien entre les aires et les intégrales. Si f est positif sur AB, donc ça on l'a vu, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est l'aire ici de cette surface. Si la fonction est négative sur l'intervalle AB, l'intégrale est négative, et l'aire, alors, de cette surface, ça ne peut pas être quelque chose de négatif, donc ça va être l'opposé de l'intégrale. Ainsi, pour une fonction de signe quelconque sur un intervalle AB,
on va décomposer en partie positive et en partie négative. Ici, on a une aire où la fonction est positive, et là, on a une autre aire. L'aire de A, ça sera, comme la fonction est positive, ce sera l'intégrale de A à C de f directement, tandis que pour B, comme la fonction est négative, l'aire, ça sera l'opposé de l'intégrale, donc ça sera moins intégrale de C à B de f. Je répète, comme la fonction ici est négative, l'intégrale est négative, donc pour avoir l'aire, il faut prendre l'opposé. Parce que l'aire est forcément quelque chose de positif. Donc l'idée est là. Hein, on va découper en f en parties positives et négatives. Ainsi, l'aire de la surface, c'est l'aire de A plus l'aire de B, c'est-à-dire intégrale de A à C de f de x dx, moins l'intégrale de C à B, f de x dx. Ici, on a bien un moins. Donc voilà pour l'aire S, la surface, l'aire de la surface ici, bleu et orange. Qu'en est-il de l'intégrale de A à B de la fonction? Eh bien, si on utilise châle, c'est intégrale de A à C, plus l'intégrale de C à B, de f, et l'intégrale de A à C, ben ça correspond à l'aire de A, et l'intégrale de C à B, c'est moins l'aire de B. Donc on a aussi que l'intégrale de A à B, c'est l'aire de A moins l'aire de B. L'aire entre deux courbes maintenant. Toujours dans un intervalle AB. Eh bien, il va falloir noter où les deux courbes se croisent, puisqu'en effet, ça va revenir au calcul de l'intégrale de cette fonction moins cette fonction. Donc la différence, à un moment, elle va être ici positive, puis négative. Donc là, il faudra prendre l'opposé quand c'est négatif. Ainsi, on a l'aire de A qui est l'intégrale de A à C de f moins g. F moins g est là positive puisque f est au-dessus de g. Et l'aire de B, c'est l'intégrale de C à B de g moins f. Puisque g est au-dessus de f. Ce qui revient à écrire que c'est moins l'intégrale de C à B de f moins g. Avant de parler de la valeur moyenne d'une fonction, revenons sur la valeur moyenne, dans le cas où on a un nombre fini de valeurs. Donc c'est la somme des valeurs sur le nombre de valeurs. Dans le cas d'une fonction, là, il faudrait calculer la moyenne des images, c'est-à-dire des f de x. Or, sur un intervalle, x appartenant à AB par exemple, on a une infinité d'images. Donc on ne pourrait pas diviser par un nombre infini. Donc on va voir une autre définition de la valeur moyenne d'une fonction continue sur un intervalle AB. Donc c'est l'intégrale de A à B de f divisé par la longueur de l'intervalle b-a. Et cette valeur moyenne, on l'écrit mu. Voyons ce que ça donne dans le cas d'une fonction qui est strictement croissante. Cette égalité est équivalente, si on multiplie des deux côtés par b-a, à mu facteur de b-a est égal à l'intégrale de a à b. L'intégrale de a à b de f, c'est en fait que c'est l'aire, ici.
Et cet R doit être égal à l'air mu de mu fois B moins A. Cet R, donc c'est l'air d'un rectangle de longueur AB et de hauteur mu. Voilà comment on peut représenter la valeur de mu dans le cas d'une fonction strictement croissante et positive. Voyons l'inégalité de la moyenne. Si f est continu sur AB et pour tout t appartenant à AB, on a donc un minorant de la fonction et un majorant. Alors, on a que l'intégrale de f est comprise entre m fois b-a et grand M fois b-a. La démonstration est la suivante. Donc si on a un minorant et un majorant à f de t, comme on sait que l'intégrale conserve l'ordre, ainsi on a le même ordre ici, en prenant l'intégrale de chacun des membres de la double inégalité. Ici m c'est une constante, donc c'est comme si on écrivait m intégrale de a à b dt, c'est-à-dire de 1, et là, pareil, et l'intégrale de a à b de 1 dt, c'est en fait b-a. Donc on retrouve ici nos expressions. Voilà pour le cours sur les intégrales et primitives en terminale S. Rendez-vous à la seconde vidéo pour faire les exercices, voir les méthodes et la rédaction.